Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous ce soir en compagnie de Selmy et Vincent. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cet amas où nous allons faire un point sur l'année 2024 et nous allons aussi discuter évidemment de la réalité du mining avec le token Start et parler du futur des poules de minage, notamment le passage en taux dynamique qui approche à grands pas. On va aussi vous présenter en fin d'amas, en bonus, notre vision un petit peu de la V2 du protocole Start, comme certains ont pu un petit peu le demander. Et maintenant, je vais laisser la main à Selmi, qui va pouvoir commencer par nous faire un retour sur l'année 2024. Voilà. Merci Nance. Et après, j'enchaînerai directement sur la suite des sujets par rapport au pouls, la rentabilité, l'historique, etc. Alors bonsoir à tous, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu être présents malheureusement, mais qui vont heureusement pouvoir avoir accès à la rediffusion de cet enregistrement. Donc Vincent a confirmé que c'était bon pour lui, donc c'est parfait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutez, 2024, je pense qu'on est tous très heureux de l'année 2024 et de cette ascension fulgurante des crypto-monnaies. Je pense que la plupart des wallets de ceux ici présents a connu un émerveillement de splendeur par rapport à la hausse des cours. Et donc, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour le marché. Nous, Start Mining, on a été présents lors de Vivatech, un salon technologique où il y avait d'ailleurs Elon Musk qui était venu. On avait eu également l'opportunité de rencontrer le ministre de l'innovation qui était venu nous rencontrer également sur stand. Malheureusement, vous n'aurez pas de visuel sur les photos, mais j'avais pris une photo avec un détenant un bitcoin entre les mains. Avec, je crois que c'était Jean-Noël Barrot, ministre qui on se serrait la pince devant une pléthore de journalistes et c'était assez comique de voir le ministre de l'innovation détenir des bitcoins entre les mains. Les journalistes n'ont pas voulu nous renvoyer les photos à ce moment-là. Donc malheureusement, on ne pourra pas transmettre cela à la postérité. Mais enfin voilà, on a vécu des moments assez sympathiques de vulgarisation du sujet Bitcoin, du mining, des énergies. On est très heureux de vous dire aussi qu'on fait partie des auteurs pour Wallcrypt version 2 qui va arriver d'ici quelques temps pour apporter notre touche à l'édifice de la compréhension du minage de crypto-monnaies en France et à l'étranger avec des énergies renouvelables. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc voilà, on continue vraiment d'alimenter le plus possible la littérature sur le sujet, tout en travaillant, et c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, évidemment à la suite du start. Alors vous savez, dans le marché des crypto-monnaies, il y a souvent, je vous apprends rien, il y a souvent ce qu'on appelle des principes de saisonnalité. Et parfois, c'est des temps pour miner du Bitcoin, des fois c'est des temps pour miner du Kaspa ou du Cadena ou de la Lithium ou que sais-je d'autres monnaies. Et puis parfois, il y a des temps pour être en hyper focus sur le développement du token et parfois, il y a des temps pour être en hyper focus sur le développement du dashboard et ou de la boutique qu'on a chez Start Mining et de nos autres produits tels que le hosting. Alors, vous avez certainement dû remarquer que notre site internet a évolué, il a changé. On continue de travailler évidemment sur nos autres produits puisqu'on a aussi beaucoup d'institutionnels et de fonds d'investissement qui passent par Start Mining qui ont besoin d'une vitrine parfois plus compréhensible et qui ont besoin d'acheter des ASIC en direct et qui n'ont pas forcément la capacité juridique d'aller sur du token. Donc je me permets d'insérer ça si vous voulez pour éviter toute zone d'ombre ou tout doute que je pense qu'il faut écarter. Évidemment, les avancées de Start Mining sur les autres produits n'est absolument pas le signe d'une mise de côté du token, mais plutôt le reflet de notre volonté de travailler sur un ensemble de produits pour satisfaire la grande audience et évidemment, dans ce cas particulier des offres d'hébergement et de la vente de miners, qu'on n'a jamais abandonné, le principe même de la colocation, l'idée étant de permettre aux institutionnels de continuer de miner avec Start Mining. Concernant le sujet du token, on a travaillé
énormément à la suite. Parce que comme vous le savez certainement, dans une dizaine de jours, la plupart des poules vont passer en taux dynamique. On l'a dit, on l'avait rappelé, la liquidité permettait de sécuriser plusieurs mois d'avance d'énergie, et heureusement, parce que pour ceux qui sont plus aguerris parmi vous, qui connaissent le mining et qui connaissent surtout les montées fulgurantes de hash rate et de difficulté, vous savez certainement que la plupart des mineurs dans le monde ont été liquidés. Pour ceux qui étaient équipés de S9, S9 Pro, S9J Pro, la plupart ont été liquidés au moment du halving. Pour la majorité des gens et la majorité même des entreprises et des institutionnels, post-halving, ils ont été liquidés. Ça n'a pas du tout été notre cas. Certains le savent, d'autres pas. Je me permets de le préciser parce que franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis, y a un sujet qui se pose. Est-ce que il y a une chance d'être liquidé? Alors liquidé, pour expliquer le terme, ça veut dire ne plus être rentable. Donc être obligé de couper ses mineurs parce qu'on n'est plus assez rentable pour maintenir la mine en état de flow. Et donc, ça veut dire que le coût de production du Bitcoin devient supérieur à la rentabilité. Lorsque ça arrive, on se fait liquider. On n'est plus en capacité de continuer de miner, on n'est plus dans le bateau, on n'est plus dans la concurrence du mining. Je vous rappelle que dans le minage de crypto-monnaie, les mineurs sont toujours en concurrence les uns avec les autres. Et évidemment, les derniers suivants permettent de pouvoir durer un peu plus longtemps. Donc voilà, il y a une compétition qui se mène partout dans le monde. Alors bien sûr, il n'y a pas que le prix de l'énergie qui fait foi, j'en reparlerai tout à l'heure probablement, mais il y a d'autres notions à prendre en compte quand on parle de survie et de ne pas se faire liquider. Il y a l'uptime, il y a la qualité du matériel, la puissance du minage, l'efficience du minage et le prix de l'énergie. Enfin, il y a plein de paramètres dont il faut prendre compte. Donc la question c'est, est-ce que notre belle communauté des starters, est-ce qu'elle va se faire liquider en fait lorsqu'on va passer au taux dynamique? Le taux dynamique, je le rappelle, pourquoi on parle de taux dynamique, c'est parce qu'en fait, tous les jours, il y a une valeur de production. Tous les jours, il y a une quantité de production de Bitcoin avec l'ensemble des pools. Cette quantité produite a une valeur qui varie donc en fonction de la quantité, mais aussi en fonction du cours. Et donc, tous les jours, on va avoir des rendements qui vont différer. Mais on a un coût fixe qui est celui de l'énergie. Et donc, on doit appliquer un taux, un chiffre qui va être dynamique, parce que tantôt, on va devoir vendre 80% de la production pour payer l'énergie, en fonction du cours, et tantôt, on va devoir vendre 90% ou 85% ou 80% de la production pour payer l'énergie. Donc, on a un taux qui est dynamique tous les jours pour être capable de faire en sorte que la mine continue sur sa durée de vie, continue sur sa lancée et reste en ligne le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le taux dynamique. Et donc, cette question, elle nous a posé de longues réflexions parce que notre but, c'est vraiment de faire en sorte que les mines ne s'arrêtent pas au bout de 2 ans, au bout d'1 an, pour certains des pools qui ont été lancés. Je pense à Pulse qui a 9 mois, ou aux autres pools qui ont 2 ans. Comment faire en sachant qu'on ne peut pas faire de miracle et que c'est pas nous qui pilotons le marché? Comment faire en sorte que ce soit possible? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous présenter quelques chiffres, quelques graphiques. Et d'ailleurs, on va faire un tunnel graphique. Helmut, notre ami qui est ici présent, merci Helmut d'être là. Parmi nous, on a le chef des dinos qui représente... Là, il a les 2 oreilles qui vibrent en sachant que je viens d'appeler son nom. Oui, Helmut, je vais faire un tunnel de pensée. Je suis désolé, je sais que tu aimes ça. Je vais devoir vous présenter tour à tour des chiffres, des graphiques. Mais évidemment, rassurez-vous, notez vos questions, parce qu'à la fin, on aura un échange ensemble, questions-réponses, que je suis sûr que vous allez avoir des questions. Alors, c'est parti. Je ne vais pas voir le chat. Je m'en excuse d'avance, parce que je vais passer en diaporama. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le partage écran? Super, on voit parfait. Alors, ici on a pris en screenshot quelque chose que vous retrouverez, vous pouvez faire les simulations sur le dashboard. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut retrouver en réinitialisant les filtres quand vous accédez au dashboard
de l'application Start Mining, vous allez voir que donc, les chiffres sont les mêmes. Le screen date peut-être d'hier, voilà, du 11 novembre. Donc ça a sûrement un petit peu bougé aujourd'hui. Donc concrètement, les rentabilités, bon déjà elles sont bien, hein. Elles sont intéressantes, elles sont même très intéressantes parce qu'en fait elles n'étaient pas du tout prévues dans le white paper à l'origine. Nous on avait prévu plutôt du 35% par an gentiment avec des retours sur investissement en à peu près 3 ans, hein. C'est ce qui est à peu près prévu. Il y avait un halving au milieu, on savait que ça allait augmenter la rentabilité parce que ça allait augmenter malgré tout le cours du Bitcoin parce qu'on démarrait un nouveau cycle. Donc on estimait que malgré le halving, globalement, le retour sur investissement allait se faire à peu près en 3 ans. C'était sans considérer, évidemment, le fait que les politiques américaines voulaient faire de Bitcoin sa réserve fédérale, autant que l'or, de faire qu'il y ait autant de hype autour du sujet et de faire que Bitcoin allait finalement continuer son ascension fulgurante contre vents et marées, l'amenant sur des records jamais observés jusqu'alors. Concrètement, vous savez, sur ce dashboard, on a voulu représenter 2 cas de figure parce qu'il y a 2 mindsets différents dans le mining. Il y a 2 états d'esprit différents. Parce qu'il y a 2 grandes écoles différentes. Je ne parle pas des ethos, je parle vraiment de ceux qui vont vendre leur production au fur et à mesure parce qu'ils veulent se sécuriser, se tranquilliser ou parce qu'ils veulent que leur Bitcoin soit liquide pour aller sur d'autres projets. Et dans ces cas-là, même si on voit ici 67% d'APR pour Origin et 70% en tout pour North Pool, pas d'APR, hein, excusez-moi, 66%, 67% de ROI, pas d'APR pour Origin et 70% pour North Pool. Ça considère toutes les personnes qui depuis le début vendent leur production au fur et à mesure pour entrer dans d'autres projets ou certainement qu'elles ont scalé. Mais la majorité d'entre vous observe une bonne pratique courante lorsqu'on est un mineur de Bitcoin. Parce qu'un mineur de Bitcoin, généralement, c'est quelqu'un qui croit en un Bitcoin fort sur du long terme. La plupart d'entre vous ont hold et se retrouvent plutôt dans des cas de figure entre 148 et 157% de ROI. Donc le ROI a été atteint et plus qu'atteint par rapport à Origin et par rapport à North Pool, qui, je le rappelle, étaient des pools légèrement underclockés, donc l'inverse de l'overclock, et qui répondait surtout à une vision de bear market. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ces personnes qui ont staké ici puissent malgré tout plus que dépasser leur ROI. Évidemment, il faut rester humble, c'est le marché aussi qui a aidé. C'est pas que la solution du Start Token, le marché a évidemment contribué à cela. Pour les pools maintenant Ignis, Genesis et Pulse, on a à peu près le même cas de figure, on a 143% pour les holders, pour ce qui est de Genesis. Alors pour Pulse, l'histoire est un peu différente, comme vous le savez, parce que je reviens en arrière, Origin a débuté en mars 2023. Et puis, vous savez que North Pool et Genesis ont démarré en 31 juillet 2023. Et Pulse a démarré 1 an après Origin, en mars 2024. Donc en fait, ceux qui ont acheté, qui ont mint leur token à ce moment-là, en mars 2024, et qui ont hold, ont fait leur ROI globalement. Hein, d'ici que ça va se terminer dans une dizaine de jours, bon, le 100% je pense sera fait. Mais la vérité c'est que la majorité de ceux qui sont dans Pulse n'ont pas mint, ils ont fait un déménagement. Donc les chiffres, vous savez, qu'on présente sont toujours à prendre avec réflexion, puisque la vérité c'est que la majorité étant d'anciens de chez Origin ou de chez Genesis, lorsque vous êtes arrivé chez Pulse, vous avez déjà acquis une certaine quantité de ROI, décuplée ensuite par Pulse. Donc on estime que ceux qui ont été chez Pulse ont quand même surperformé malgré tout. Ceux qui ont été dans les autres pools, d'à peu près 40%, on pense que, en vérité, ceux qui ont fait le déménagement, ceux qui ont été là lors du précédent AMA, qui ont suivi un peu l'actu et qui ont été assez rapides pour emménager dans Pulse, ont fait à peu près 180% en tout entre leur précédent ROI et le ROI sur Pulse. Mais ne grincez pas encore des dents pour ceux qui ne l'ont pas fait, les bonnes nouvelles arrivent, je vous rassure. Alors, le coût de production, on aime bien le représenter en dollars par Bitcoin produit. Donc ça veut dire concrètement, ici on a 4 pools qui sont représentés. Ce soir, on ne va pas parler d'Horizon parce qu'Horizon va
va se poursuivre jusqu'en mai 2025. Donc ce soir, on va vraiment parler des 4 pools qui nous concernent, qui nous occupent. Et vous voyez ici, on a le coût de production de 1 Bitcoin. Donc ça veut dire que, puisqu'on a 7 centimes dollars le kilowattheure en Islande, origine Genesis Pulse, pour fabriquer 1 Bitcoin, il faut considérer 78 776 dollars. Ça veut dire concrètement que tous les 78 776 dollars d'électricité, on génère 1 Bitcoin. Et pourtant, 7 centimes, on est plutôt bien placé du point de vue mondial, puisque la plupart des sites de mining dans le monde, et j'entends la plupart des sites de mining dans le monde où on peut aménager ces ASIC sans avoir à faire de financement massif sur de gros capex, on a à peu près entre 7,5 et 8,5 centimes de dollars le kilowattheure. Donc on est quand même bien loti en Islande, ça reste vraiment un spot magnifique pour le mining, mais force est de reconnaître quand même qu'avec l'explosion du hash rate et de la difficulté, eh ben, on est bien à 78 000 de coût de production. C'est pas le cas de North Pool, qui est à 70 627 dollars, pour des raisons très simples. North Pool est le pool ayant la meilleure efficience énergétique, ce qui était prévu dès le départ, et ce qui devait se passer en taux dynamique. Ça veut dire aussi que tant que Bitcoin reste au-dessus de 78 776 dollars, les 3 autres pools sont rentables. Ou 70 000 dollars dans le cas de North Pool. Alors, concrètement, on aime bien les chiffres et on pense que c'est bien de vous faire un tableau parce qu'au moins ça donne une juste des chiffres cohérents par rapport à la réalité. Si on prend Origine, Genesis et Plus, alors on les a pris tous les trois pour une raison très simple, c'est pour pas mélanger les fruits avec les légumes. Là, vous avez 3 pools qui ont la même efficience globalement, 29 watts par TH. Donc sur cette même efficience, avec un prix à 7 cents dollars le kilowattheure, vous voyez, on a 23 044 dollars de coût d'énergie mensuel avec ces 3 pools. Pour une production en Bitcoin brute de 0,28851 Bitcoin. Ça veut dire globalement que tous les 3 mois et demi, ces 3 pools vont générer en tout un Bitcoin. À peu près. Ça veut dire aussi que lorsque on prend la production, qu'on la multiplie par le prix du Bitcoin et qu'on déduit le résultat en le soustrayant du coût d'énergie, parce que là vous avez une production que vous pouvez refaire d'ailleurs, que vous pouvez reproduire chez vous, faites 0,28851 que multiplie par exemple 80 000, je vais le faire en direct avec vous, on est sur 23 080 dollars de production. C'est la valeur si le Bitcoin est à 80K. Alors je dis 80K parce que entre 80 et 100K, on est toujours plus proche du 80 que du 100. Donc je vais rester sur l'exemple du 80K. Avec 80K, la valeur du BTC, on a une production brute en dollars de 23 080 dollars contre un coût de l'énergie de 23 044. Autrement dit, avec un taux dynamique, on est sur 37 dollars par mois sur les 3 pools. Donc franchement, c'est pas beaucoup. C'est peanuts, comme on dirait. En fait, on est même sur ce qu'on appelle le break-even. On est sur le fil du rasoir. Ça veut dire que si on est en dessous de 80 000, on se fait liquider. Si on est au-dessus, on gagne évidemment beaucoup plus jusqu'à atteindre des échelles qu'on espère tous. Ça, c'est pour ces 3 pools à 29 watts par TH. North Pool a une meilleure efficience. Ça veut dire que pour une même puissance de calcul, elle va consommer au moins de watts. C'est-à-dire qu'elle a 26,5 watts par TH, de par l'optimisation qu'on avait réalisée à l'époque. Ce qui veut dire que North Pool, à lui seul, est capable de générer 0,076 BTC, d'avoir un coût de 5566. Donc, en résumé, il reste 535 dollars par mois à se partager sur l'ensemble des stakers pour North Pool. Pour North Pool. On n'est pas loin du break-even. Est-ce étonnant? Non. En fait, c'est ASIC, ça fait depuis le halving que la plupart ne peuvent pas miner avec. Bon.
Quand vous faites la somme des calculs et que vous divisez pour voir le coût de l'énergie, combien est-ce qu'il représente par rapport à ma production brute, vous allez voir que ça représente 90%. Ça, c'est un chiffre important, il faut le garder à l'esprit. Aujourd'hui, avec Seasic, les poules, même les meilleures conditions, les plus optimales qui soient du marché en Islande, nous avons plus de 90% de la production qui passe en coût de production. Donc, on s'est efforcé de chercher à savoir comment on allait faire. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des poules? Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir revendre les miners? Parce que c'est une bonne option. Dans cette ascension de marché, de revendre les miners, ça peut être une bonne idée. Mais on a quand même le plaisir, j'aime garder le meilleur pour le milieu de partie, pour la fin, on a quand même le plaisir de vous annoncer une sacrée bonne nouvelle. Une sacrée bonne nouvelle. Vraiment, je peux vous dire que c'est une sacrée bonne nouvelle qui n'était pas prévue il y a 6 mois encore en arrière. Et on doit se féliciter au niveau de l'équipe, mais je dirais qu'on doit aussi faire l'éloge à notre directeur général et CTO Thibaut Spanier, qui est là, avec nous ce soir, qui a fait jouer de nombre de relations historiques que nous avons partout dans le monde, avec des partenaires de longue date, pour essayer de trouver une solution et essayer d'opérer un miracle là où c'est pas possible d'en faire, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on devrait arrêter de miner là et passer à d'autres types de machines si budget il y avait pour le faire. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la possibilité aujourd'hui de faire traverser l'océan Asiatique et de les déménager chez notre confrère américain qui a une mine au Mexique où le coût du kilowattheure est sensiblement proche de 0 pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de réaffectation d'usines dédiées au minage de crypto-monnaies, réveillant l'économie locale de ce fait, parce que ce sont des industries désaffectées qui ont quitté les milieux et qui ont fait plonger l'économie locale. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans cette belle histoire, on a vraiment une économie qui est en souffrance et qui est en train de se réveiller avec le minage du Bitcoin. Et pour réveiller par le minage du Bitcoin, on est en train de dire qu'on a un site où il n'y a pas de coût de l'énergie. Et ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et je vous le dirai tout à l'heure, je vous l'expliciterai, on ne pourra pas envoyer tous les miners, mais on pourra envoyer la majeure partie des miners. Concrètement, ça veut dire quoi? Que ici, sur ce deal, on va faire très simple. On a 50% de la production qui va permettre de financer les opérations, qui va permettre de faire tourner les machines. On n'est plus en train de dire qu'on a 90% de la production qui part dans le coût de l'énergie mensuelle, mais 50%. 50%. Là, si vous vous rappelez un peu des chiffres tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, on a un tableau comparatif que je vais présenter dans un instant, les chiffres n'ont plus rien à voir. Non seulement ils n'ont plus rien à voir, mais de manière très claire, c'est pas possible de perdre de l'argent. Et c'est ça qui nous intéresse. Comment faire qu'on ne perd pas? Comment faire qu'il n'est pas possible de se faire liquider? La meilleure pratique à avoir, la meilleure façon de faire, c'est de faire qu'on ne paye pas de l'énergie et qu'on partage simplement l'apport brut à hauteur ici de 50-50, ce qui nous paraît vraiment faire pour le coup. Et c'est quelque chose je pense qu'on va faire. Alors évidemment, vos avis vont être les bienvenus. On va vraiment prêter attention à vos retours, à vos feedbacks qui sont importants pour nous. Mais si vous voulez, de manière concrète et par l'expérience qu'on a du métier d'opérateur de mining, nous, on n'a jamais vu ça dans le passé. Voilà. On a déjà vu ça, mais de manière très privatisée, si vous voulez. Voilà. C'est pas quelque chose qui se tourne au grand public. Quand vous avez ce genre de deal sur la table, c'est pas quelque chose que vous vendez à des clients, pour être très concret. Donc là, nous, on y voit une aubaine unique pour faire perdurer les poules. Et je vais montrer ça en chiffres. Alors, bon, Origin, Genesis, Pulsar, c'est les trois réunis. Vous avez compris, sur un Bitcoin à 80 000, ça fait 11 540 $ par mois de bénéfices. Donc ça fait 138 000 $ annuels. Sur North Pool, qui a une meilleure efficience, on est pour ce seul pool à 3 050 $ de revenus par mois, donc à peu près 36 K
en annuel. Et donc, de manière concrète, quand on compare les deux mondes, entre le monde bien sûr plus institutionnel de l'Islande avec des coûts à payer, ce qu'on appelle aussi dans notre jargon le take or pay, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, il faut assurer une maintenance, et comparer ça avec ce que l'on a ici sur la table, évidemment il n'y a pas de sujet. Vous voyez qu'à 70 000 en Islande on se fait liquider, même en dessous de 80 000 on se fait liquider de toute façon, alors que en fait au Mexique ça n'arrive pas. Mais je voudrais aussi que vous regardiez ce qui me semble très pertinent sur l'analyse de ces chiffres, c'est que même si Bitcoin atteint 150, 130K, peut-être que certains d'entre vous le pensent et ont cette conviction forte. Imaginons que, je ne sais pas, en début 2025, Bitcoin va flirter avec les 120, 150K. Ben, vous voyez, Mexique reste plus rentable qu'Islande. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce qu'on voit ici, c'est que pour que la mine, les poules là, puissent rattraper l'intérêt qu'on a à faire du 50-50, dit différemment, pour que 50% de la production soit le coût, et non pas 60% de ma production ou 90% de ma production, mais qu'il n'y ait que 50% de ma production qui soit un coût, il faut que le Bitcoin arrive à 150K pour être à 26 106 $ par mois. Très proche de 27 357 $ par mois pour le Mexique. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un scénario où, très concrètement, au Mexique, on ne peut pas perdre, très clairement. Et en Islande, on peut gagner, mais en fait, pour gagner plus que le Mexique, il va falloir se lever de très bonne heure et espérer en un Bitcoin probablement proche des 180 à 200K. Donc sur la balance du risque de se faire liquider et de la possibilité de ne jamais se faire liquider avec en plus la possibilité de gagner, franchement, bon, pour nous, il n'y a pas de sujet. On vous le présente tel quel ce soir parce que c'est la réalité. Si vous avez d'autres idées, ça sera bien sûr bienvenu, mais c'est notre rôle. De trouver des solutions, c'est notre rôle. Même si on est parfois quelque peu absent des réseaux de Discord parce qu'on passe notre vie à build, soyez garantis que c'est parce qu'on travaille très dur pour sortir ce genre de solution de terre où Start Mining en réalité a peu de bénéfices, sinon son bénéfice réputationnel est la volonté de faire que la communauté soit la plus gagnante possible pour cette première saison du Start. Alors, concrètement, ça demande de la logistique. Ah oui, alors, attendez, j'ai oublié de vous préciser un point important. Pardonnez-moi, on ne parle pas d'un an, hein. On parle de 24 mois. Détail non insignifiant s'il en est, qui mérite d'être souligné. Si Bitcoin arrive à 100K, et je pense comme vous qu'il va arriver à 100K, oui, on est vraiment en train de dire que les 4 poules là ici présents vont générer 218 000 $ par an pendant 2 ans. À peu près, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri que le hash rate augmente et que le cours diminue, mais on est en train de parler d'un apport de liquidité estimé sur 24 mois à peu près 400K. Plutôt une bonne nouvelle. Je ne vois pas ce qui se passe sur Discord, mais j'ose imaginer que c'est une bonne nouvelle pour vous aussi. Alors concrètement, pour le scénario de la logistique, scénario Mexique, comment ça se passe? Alors, les poules vont s'arrêter d'ici quelques semaines, 2 semaines, hein, il me semble. L'équipe va être réunie en Islande pour la mise sur palette, l'emballage, pour préparer la logistique. Alors, on a estimé des coûts en se basant sur l'historicité de ce qu'on a déjà eu fait. On est à peu près à 70 $ par ASIC. Le shipping de l'Islande vers le Texas, puisqu'on passe par un confrère américain extrêmement fiable et que le chemin douanier doit passer par le Texas, c'est 80 $ par ASIC. Texas-Mexique est un peu plus coûteux, 150 $ par ASIC. Et l'installation est de 70 $ par ASIC. Quand on fait la somme de tout ça, pour l'envoi de 140 miners, c'est ce qui est prévu, 140 miners, on a donc un coût de 51 800 $.
pour honorer l'accord, il faut prépayer 3 mois d'énergie. Vous allez me dire, mais comment ça, prépayer 3 mois d'énergie? On a dit qu'il n'y avait pas d'énergie à payer, etc. Alors oui, dans le deal initial, le prix de l'énergie est de 5,5 cents dollars US, ce qui est moins cher qu'en Islande, mais on a réussi à négocier qu'il n'y ait pas de coût de l'énergie. Toutefois, pour financer l'infrastructure et faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant, il faut quand même néanmoins débourser 3 mois d'énergie équivalent à ce que ça aurait été si on avait payé l'énergie mensuelle. Donc on est à 55 647, donc 140 miners, on a mis la petite formule ici, 140 miners multiplié par la puissance des miners, multiplié par 730 heures par mois, multiplié par le prix de l'énergie, on est donc à 55 647 puisque on additionne ensuite tout ça par 3, on multiplie par 3 mois d'énergie. La somme de tout ça amène le coût de l'opération à 105 913 dollars. 105 913 dollars, est-ce que ça veut dire qu'il faut mint de nouveaux tokens, augmenter le supply, créer un nouveau pool pour y arriver? Alors, si vous vous rappelez bien, on a dit quand on a sorti Horizon que ça serait le dernier pool. Et tant qu'à faire, on essaie toujours de respecter ce qu'on dit. Je reviendrai sur la slide dans un instant. J'attire votre attention sur ce sujet. Il y a 5% de frais qui sont inscrits dans le white paper. Vous vous en souvenez, il y a 5% de mining fees que prend Start Mining. Les 5% de mining fees, ça permet d'assurer le suivi des opérations, les réparations, les maintenances, l'entretien, etc. Mais surtout, ça permet aussi à Start Mining de dégager du bénéfice. En Islande, on a une très bonne équipe. Le matériel a été bien choisi. On n'a pas eu à dépenser les 5%. On a à peu près 20 000 dollars de dépenses qu'on a eu à mettre sur la table pour payer les équipes, pour payer parfois du spare part, et de manière à ce que le hash rate soit toujours maintenu le plus possible dans l'état dans lequel il est censé être. Alors du coup, concrètement, ça veut dire que sur les 56 000 dollars de recettes que l'on aurait eu en hold sur le Bitcoin actuel avec 5% de mining fees, il nous reste 36 000. Et puis, il y a l'autonomie des skills. Alors les skills, vous vous rappelez, c'est les durées de vie. On avait fait le choix de vous donner 100% du hash rate avant le halving parce que ça faisait évidemment sens. Mais vous vous rappelez aussi que lorsque Genesis, North Pole, Pulse sont arrivés, beaucoup ont quitté Origin, désactivant ainsi le skill de mémoire, je crois que c'était 21 ou 27 mois, non 27 mois, voilà, de durée de vie. Concrètement, 27 mois, ça veut dire qu'il y a 214 000 dollars de liquidité qui n'étaient pas prévus. Que nous, on a récupéré, mais qui n'étaient pas prévus, parce que c'était prévu vraiment pour les 27 mois de plus. Donc, le fait que ça soit désactivé, ça revient vers nous, mais on n'a pas prévu de réaliser ce bénéfice, c'est pour la communauté. Sinon, ça va fausser les chiffres. Et ça va fausser le but qu'on cherche à atteindre. Donc, il y a 214 000 dollars qui sont revenus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert le pool Pulse avec 9 mois offerts, puisque le pool Pulse, si vous vous rappelez bien, il n'y avait pas d'ID bloqué ou de token ID bloqué. Tout le monde pouvait déménager ces tokens directement dans Pulse. On a offert donc les ASIC et on a offert avec cette liquidité, évidemment, 9 mois d'énergie, représentant ainsi 75 000 dollars plus 76 000 dollars d'énergie sur 9 mois. C'est enregistré, de toute façon, on le rediffusera. Vous pourrez faire de la rétro-ingénierie de calcul si ça vous amuse pour vérifier les chiffres, mais vous verrez, on est vraiment sur ces chiffres-là. Et du coup, 214 d'annulation de skill, moins soustrait de 76 000 et ressoustrait de 75 000, ça fait encore un delta de 63 000, qui là encore ne sont pas prévus. Donc quand on prend 63 000 et qu'on additionne ce montant avec les 36 000 restants, on arrive globalement à 100K. On arrive à 100K et c'est ce qui nous permet de faire l'avance sur le total ici de 105 000. Je vais expliquer tout à l'heure qu'il y a
140 miners qui vont quitter l'Islande pour le Mexique. Il restera d'autres miners. On estime, et votre avis sera le bienvenu là encore, on estime que l'une des meilleures options, ça serait de vendre, profiter de l'ascension de marché pour vendre ces miners. Ça reste évidemment moins rentable que les envoyer au Mexique, sur ça il n'y a pas de sujet, mais on pourrait estimer qu'entre 200 et 400 dollars par ASIC, ça pourrait être jouable sur le marché actuel. Si on y arrive, ça nous permettrait à nous de nous rembourser, puisqu'on a fait l'avance pour la communauté, de nous rembourser, on l'espère, 70% de cette somme-là, qui est censée être notre bénéfice pour la saison 1 du start. Voilà, donc si on peut se rembourser 60-70%, on sera très heureux. Évidemment, on a gagné un peu plus que cette somme-là. Je ne veux pas laisser entendre l'inverse, puisque lorsqu'on mint, je le rappelle, lorsqu'on mint, on a aussi prévu, nous, de marger au moment du mint, ce qui nous permet évidemment de financer les opérations et le développement du dashboard et de toute la suite qui va arriver. On le souhaite de tout cœur en 2025 pour la prochaine saison du start. Concrètement, ça veut dire qu'on a 88% du hash rate de North Pool, Genesis, Origin, donc les trois accumulés. On a 98% de ce hash rate-là qui va être renouvelé sur 24 mois, alimentant ainsi ces trois pools et Pulse. Donc, on est en train de vous dire qu'il n'y aura pas besoin d'unstake et de restake ailleurs. On est bien conscient des gas fees que ça prend. On est bien conscient aussi que ça n'aurait pas forcément de sens de créer un nouveau pool Mexique. On le fera peut-être pour la forme et la transparence de l'information au niveau du front. C'est des discussions qui nous restent à avoir ici en interne. Mais au niveau du smart contract, on va rester globalement sur les 4 pools que vous connaissez. Et le hash rate sera réparti tout à fait équitablement entre le nombre de stakers qu'il y a dans les différents pools au moment où le hash rate sera envoyé. Donc on va simplement cartographier le nombre de stakers présents par pool et envoyer le hash rate de manière proportionnelle au nombre que vous êtes, parce que le but évidemment, ce n'est pas d'avantager un pool par rapport à un autre, c'est de faire en sorte que les 4 puissent bénéficier de tout cela. Donc voilà, on a quelques chiffres que vous pourrez retrouver, l'esprit reposé, plus tard au calme. Vous pourrez retrouver ces chiffres lors de la rediffusion. Et évidemment, si des questions viennent, on sera là avec plaisir pour vous répondre. On n'a pas parlé d'Horizon parce qu'Horizon continue jusqu'en mai 2025. Et probablement que pour Horizon, on trouvera aussi un équivalent à cette offre-là. Ceux qui minent sur Horizon sont avec des ASIC S21. Les ASIC S21, peut-être qu'en mai 2025, auront le même niveau de revenus que les ASIC 9 d'aujourd'hui, c'est-à-dire seront très proches du break-even en fonction de la difficulté, et il faudra probablement aviser d'un déménagement ou d'une revente de miners si le taux dynamique n'est pas concluant d'ici là. Pour terminer, rien de mieux qu'une petite roadmap. Alors, by the way, je félicite l'équipe de DA de Start Mining que je trouve extra. J'ai beaucoup aimé cette présentation, je trouve qu'elle est très visuelle. Donc je félicite aussi le sérieux de l'équipe. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et donc je vous confirme que en décembre, alors 30 novembre, normalement, 30 novembre, on devrait déconnecter temporairement les ASIC de ces 4 pools, incluant Pulse. Et puis, le déplacement est prévu à partir de décembre, janvier, sachant que il faut compter quand même 2 mois, 2-3 mois, pour que ça puisse suivre son chemin douanier. C'est un envoi qui va se faire probablement par cargo pour limiter le plus possible les surdépenses. S'il fallait envoyer par avion, il faudrait multiplier les chiffres par 3 ou par 4 de shipping. Donc on préfère agir avec sagacité, être raisonnable sur les dépenses concernant ces cargaisons. Et donc on pourrait estimer qu'en février-mars, on aurait une mise en service des ASIC au Mexique. Évidemment, je parle sous le couvert de mon associé Thibaut, mais il me semble que, évidemment, les 24 mois, je vous le réécrirai s'il le faut, les 24 mois démarreront à partir du branchement. Évidemment, ça ne va pas démarrer demain, sinon il faut déjà décompter 4 mois. Donc voilà, les 24 mois vont démarrer à partir du moment où ça sera en ligne.
et on sera très heureux de ce moment-là et de vous voir poursuivre les opérations. Concrètement, ce qu'on vous dit ici dans l'ensemble ne doit pas être pris comme une pulsion à l'achat, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on vous recommande. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas de start aujourd'hui, et que vous réfléchissez à peut-être racheter des starts sur OpenSea ou ailleurs, parce que vous hésitez, etc., soyez quand même assez vigilant, enfin soyez prudent et vigilant concernant les prix, parce qu'évidemment, parfois on peut tomber sur des membres de la communauté pas très scrupuleux qui vont essayer de vendre à 800 ou 900 dollars leur token. Bon, il faut être raisonnable quand même. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui n'est pas d'inciter à la vente sur le marché secondaire des tokens, mais plutôt de vous amener à voir qu'il y a un après ces poules qui va durer 24 mois. C'est une très bonne nouvelle. Et puis ça laisse entendre aussi que ça va, et c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on espérait. Ça veut dire que la saison 1 sera au diapason et vivra en parallèle du début de la saison 2. Concrètement, la saison 2, ça sera très certainement un nouveau start, équipé de choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 2 ans en arrière, parce qu'il y avait des ruptures technologiques qui ne nous permettaient pas de faire exactement ce qu'on voulait faire avec le start. Donc voilà, on a vraiment à l'esprit de développer le start V2 en prenant conclusion et acte de tous les bons et peut-être les moins bons côtés de cette première partie, mais évidemment, on vous en parlera le moment venu avec l'ensemble des détails. Vous serez toujours les premiers informés de la suite à ces sujets. On travaille très dur là-dessus en tout cas. Et évidemment, on vous en reparlera en détail. Je ne vais pas trop vous teaser, mais évidemment que il est exclu dans notre esprit là, de toute volonté de vous amener à reminter quelque chose, puisque vous êtes déjà possesseur d'un start. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la V2 qui arrivera sera probablement commercialisée à de nouveaux acquéreurs, ne vous concernera pas en premier chef. C'est-à-dire que vous aurez un certain avantage qui correspondra à ce qu'on estime être la valeur résiduelle, la valeur sous-jacente du start V1. Ce que vous avez déjà entendu dire dans le white paper ou en AMA, on a toujours considéré qu'effectivement, il y a une base de réserve de valeur à ce start du fait de la possible revente des ASIC, du fait de le possible rallongement de la durée de vie des poules, mais aussi du fait des avancées en matière de développement pour la suite. Et on va tenir parole, on travaille là-dessus, on va tenir parole. Ce qu'on n'est pas capable d'affirmer parce que le marché est toujours un aléa, c'est quelle sera la valeur résiduelle du start V1, mais on est capable de vous dire en tout cas qu'elle est réelle, et on a hâte d'avancer là-dessus sur la suite avec vous, vraiment on a hâte. Voilà pour toutes ces nouvelles. On partagera certainement des moments de photos et de vidéos d'ici 2 semaines avec vous sur Discord lorsqu'on sera en Islande. On vous montrera bien sûr la mine, l'état de la mine. On vous montrera des photos, je pense, de palettes et de personnes en train d'assurer la manutention de cette logistique qui sera en cours. Et maintenant, je vais quitter le deck. Je vous remercie à tous pour votre écoute, votre attention soutenue dans ce tunnel de pensée, de ce discours. Et je vais être attentif à vos questions et je vais essayer d'y répondre. Merci à tous pour votre écoute. Ben, bravo, Seimi, hein. C'était un super amas, comme d'hab. Tellement il a été bien, honnêtement, les questions qu'on a pu avoir de la communauté, elles ont toutes eu leur réponse. Il me semble, Vincent, que tu en avais noté une que j'ai pas eue. Je sais pas si elle a été répondue, mais il me semble que oui, c'était sur la provenance de l'électricité au Mexique, là où du coup seront déplacées les machines. Voilà, et en même temps, je vais remonter un peu le fil. Je vois qu'il y a eu plein de questions quand même tout le long du fil. Alors, pour le Mexique, c'est un mix énergétique avec de mémoire de l'hydroélectrique, du nucléaire et du grid. Donc, c'est une connexion au réseau électrique. Donc, il y a vraiment un mélange de plusieurs énergies pour assurer un uptime supérieur à 95%. Et Nori a posé une bonne question aussi, je trouve. Pourquoi ne pas repartir sur de nouvelles machines
étant donné que le ROI est dépassé? Nori, c'est une excellente question. C'est une question qui est excellente parce que c'est une question sur laquelle on a planché pendant des mois, en fait. La réponse, elle est très simple. Quand on met en face le prix de vente de tous les miners S19, la liquidité qu'on récupérerait et la réinjection en miner dernière génération S21, ça serait se partager des noisettes, puisqu'après, il faut diviser l'ensemble par 1099 tokens. Donc en fait, ça n'a aucun sens. À ce stade actuel, ça n'a pas de sens. Parce que le prix du hash rate à la vente des S19 est beaucoup trop largement inférieur au prix du hash rate à l'achat des S21. Donc vraiment, ça n'a pas de sens. On aurait peut-être une dizaine de ASIC, vous voyez, peut-être une quinzaine de ASIC. Donc ça veut dire qu'on se retrouverait avec peut-être 15-20% du hash rate actuel à se partager avec tout le monde. Non, Octo, c'est pas du tout débile de calculer la renta en BTC, non, USD, bien que il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas spécialement l'intention d'acheter du Bitcoin à ce moment-là, mais simplement de swapper leurs Ethers ou leurs USDT. Mais c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'on aurait mieux fait d'acheter du Bitcoin? Et c'est toujours une question alambiquée parce qu'en vérité, en fait, personne n'a la réponse à ça, à part sur des moments très précis du marché. Lorsqu'on regarde sur les chartes du passé, on est capable de répondre à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre dans le futur, on peut toujours répondre que dans le passé. Et dans le passé, il y a des points précis où il vaut mieux acheter du Bitcoin que de miner. Et il y a des points précis où il vaut beaucoup plus miner que d'acheter du Bitcoin. Donc ça dépend des périodes. Mais là, évidemment, on est quand même sur une ascension assez fulgurante du Bitcoin, quand même, depuis le halving. Donc pour l'instant, c'est très porteur, à la fois pour ceux qui ont miné, évidemment, et à la fois pour ceux qui ont fait le choix à ce moment-là d'acheter du Bitcoin, particulièrement ceux qui ont acheté du Bitcoin lorsqu'il était à 15K. Je pense que là, c'est difficile de faire mieux, ça reste imbattable, je pense. Voilà. C'est aussi pour ça que on pense assez sérieusement et même depuis très longtemps, à sortir des poules Kaspa, Alephium et compagnie, parce que votre start, à la base, il n'est pas conçu pour miner que du Bitcoin. Le mode opératoire des smart contracts dit qu'on peut faire beaucoup plus que cela en vérité. Voilà. Maintenant, il y a évidemment des limites technologiques du côté des poules. Il faut qu'on arrive à faire suivre tout ça avec les poules, parce que on est sur un recalcul des fees, sur un recalcul de la distribution des liquidités directement par le pool. Aujourd'hui, notre partenaire et confrère Cruxpool est capable de le faire sur Bitcoin et développe la possibilité de le faire sur d'autres monnaies. Et quand ça sera le cas, évidemment, on sera heureux de vous le proposer. Très bonne question, Nori aussi. Est-ce que vous pensez qu'avec le prix du Bitcoin, les mineurs qui s'étaient arrêtés pendant le bear market vont rebrancher et donc augmenter le hash rate? Je pense pas. Ou alors il faut encore que le marché monte, parce que, à part quelques particuliers qui ont des superbes tarifs, des superbes deals, ceux qui ont des moulins à eau chez eux, ceux qui sont agents, je ne vais pas faire la pub pour les agents DF, mais enfin ceux qui ont le tarif agent, et ceux qui sont des industriels à 3 cents, oui, ça fait sens, évidemment. Mais la majorité sont déjà sur des S21, S21 Pro, S21 XP. Et c'est plutôt sur ça qu'on table, parce que la plupart des infrastructures, elles tournent à plus de 7 cents. Donc, et rares sont les infras qui tournent à moins de 5 cents. Or, aujourd'hui, pour être un peu plus serein sur des i9, il faut plutôt être en dessous de 5 cents. Est-ce que pour leur donner un peu plus de contenu, Saimi, comme il n'y a pas vraiment de questions, est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet entre machines de dernière génération pour les hébergeurs qui consomment plus, machines d'ancienne génération qui consomment moins au niveau de la place, des racks, ce genre de choses, pour rebrancher facilement des S19 par exemple, si le marché montait à 120 000, est-ce que c'est si simple que ça ou pas? Globalement, alors ce sera jamais un problème de place en data center. La surface en mètres cubes quand vous prenez la puissance électrique d'un ASIC et ce qu'il occupe comme espace dans un rack, fait que on aura toujours raison d'aller chercher le miner le plus efficient et le plus rentable. Donc ça, c'est le premier point.
Et puis, globalement, entre les S19 et les S21, vous avez peut-être 200 watts d'écart. Alors 200 watts, ça fait 0,2 kW. Donc on passe d'à peu près 3,3 kW à 3,5 kW. C'est vraiment minime. On parle d'un peu plus de 10%, moins de 10% de la consommation en plus, pour le double de la puissance. Donc en fait, oui, ça ferait sens de mettre des S19 à côté de S21 si le marché il augmente considérablement. Mais honnêtement, ce qu'on voit, c'est plutôt la plupart des industriels vendent leurs assets parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas durer et qu'il vaut mieux revendre les assets à ce moment-là pour s'équiper en S21 et laisser à d'autres, comme nous typiquement au Mexique, la possibilité de brancher à 0 € le kilowattheure. Voilà ce qui se passe. Alors Pagda, oui, tout à fait, c'est bien le cas. Et puis, on n'exclut pas la possibilité que le reliquat se fasse avant la fin de la saison 1. Ça, c'est une réflexion qu'on doit mener sur le prochain modèle du Start V2. Donc, on n'exclut pas la possibilité que ça soit fait avant, mais dans un worst case scénario, oui, la réponse c'est oui. Spectenator a une bonne idée. Si on devait aller chercher l'efficience, il faudrait des miners hydro. Alors les miners hydro, c'est des miners qui sont refroidis en water cooling et ça permet de décupler le hash rate pour une même machine. La problématique évidemment, c'est que quand vous décuplez le hash rate, vous décuplez aussi et de manière proportionnelle la consommation. Donc on n'améliore pas l'efficience joule par térage, généralement, c'est rare qu'on puisse le faire. Et surtout, on achète à Bitmain la quantité de hash rate overclocké. Donc quand plus vous achetez un miner qui a été optimisé et qui passe de 200 TH à 270 TH, ben les 70 TH de delta, il faut les acheter. Puisque le modèle économique de Bitmain, c'est de vendre le plus de hash rate possible. Donc demain, s'il y a un ASIC qui fait 800 TH, ce sera super, mais en fait non, parce qu'il faudra les acheter ces 800 TH et il faudra les amortir. Et parfois, c'est plus long d'amortir et de ROI 800 TH, qui a une consommation proportionnelle, que 270 TH bien optimisé, avec une meilleure efficience. Donc l'hydro, c'est pas mal, mais honnêtement, c'est pas forcément le meilleur plan. Et il faut se rappeler que plus une machine est efficiente, plus elle est chère. Parce qu'une machine qui est efficiente, comme les générations XP, c'est une machine où vous payez le prix de l'efficience énergétique. Parce que vous payez le prix de la survie en bear market. Ça se monnaie et ça coûte cher. J'ai une autre question, Saimi, pour toi. Mm. Il me semble que tu voulais peut-être introduire le futur, qui n'est pas si lointain, passage en taux dynamique du pool horizon. Je te laisse avec cette remarque en faire ce que bon. Oui, comme je disais tout à l'heure, le pool horizon sera sûrement confronté au même, on va dire à la même problématique. D'ici mai, juin 2025, il y a fort à penser que la difficulté va exploser parce que la difficulté rattrape toujours le cours, c'est les charts qui le disent. Donc oui, là, on est dans un moment qui est plutôt intéressant au niveau rentabilité, mais en vérité, le vrai sujet, c'est que c'est pas que c'est un moment qui est intéressant pour les mineurs qui minent aujourd'hui. C'est un moment qui est intéressant pour les mineurs qui ont miné en bear market et qui ont hold. Voilà, là c'est intéressant. Ça va commencer à être vraiment intéressant de revendre peut-être sa production au fur et à mesure. Donc là ça fait sens. Ça fait sens aussi pour ceux qui vont convertir leur liquidité en énergie. Parce qu'on est sur un très bon taux de change. On est sur un BTC là qui doit être à 85-86K, j'ai pas regardé là il y a une heure. Donc on est sur un beau taux de change du Bitcoin contre dollar. Donc là, ça fait sens aussi. Mais en mai 2025, est-ce que la difficulté aura rattrapé le cours? On pense que oui. Parce que tout le monde va commander les dernières générations S21 XP 270 TH. Donc on pense que oui. La difficulté va rattraper le cours. Et quand ça va arriver, les S21 de mai 2025 seront les S19 de novembre 2024.
Et le sujet va se poser. Et je vous garantis qu'on ne va pas attendre, parce que ce serait une folie, on ne va pas attendre mai 2025 pour savoir ce qu'il faut faire. C'est dès maintenant qu'on sait à peu près là où on va aller et qu'on le sait même à 90%. Vous voyez ? De même que pour le Mexique, on s'est vite attelé à la tâche quand on a eu l'opportunité. 88K, merci pour le séjour. Ça fluctue tellement en ce moment que voilà. 89K même, ok. By the way, c'est du jamais vu, hein, je vous assure, c'est du jamais vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment par rapport au start et par rapport à tout ça. Et par rapport au prolongement de la durée de vie, c'est du jamais vu. Je connais pas on n'a pas vraiment de partenaire ou de confrère où il y a eu ce moment où on pouvait faire durer 4 ans des S19 avec un risque à 0, je connais pas ça. Donc peut-être qu'on s'en amusera au niveau marketing, peut-être qu'on en profitera pour le publier et le partager parce que c'est une très 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 belle aubaine et elle ne vous concerne que vous. Il n'y aura pas d'autres participants puisque tout le supply est sold out et que pour la V2, ça ne viendra pas vous diluer. Donc ça ne concerne vraiment que vous. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Elle tombe vraiment bien et elle tombe à un moment où on en avait vraiment besoin. Ok, Octo, c'est bon, j'ai répondu à la question, ça c'est bon. Effectivement, il n'y aura pas de gaz à payer, pas de déménagement. Ok, on a répondu aux questions au fur et à mesure de la main, donc c'est parfait. Microstratégie sur le live. Microstratégie qui vise le 1000 milliards de valo grâce à Bitcoin. Hein. On a des beaux jours dans le futur pour Bitcoin. Hein. Et du coup aussi, l'histoire est en train de confirmer qu'on a vraiment bien fait de construire l'ensemble du modèle sur une monnaie robuste, fiable, qui avait fait la preuve de sa solidité et qui va continuer de perdurer dans le temps. Oui, Cryptoleptique a une assurance sur le shipping. Évidemment. Évidemment. Super important. Ok, j'avais pas vu. Pectanator, bientôt une offre de hosting sous les 7 cents $ le kilowattheure. Ça, c'est une question à la Pectanator. Oui. La réponse est oui. Oui. On travaille dessus aussi depuis plus de 8 mois. Je vous en dis pas plus, mais on a travaillé très dur sur une offre. Il s'est avéré que le Mexique était une meilleure offre pour les starters, pour le token, mais on travaillait déjà sur une autre offre autour de 5 cents. Mais je pense que du coup, ça va plutôt considérer un autre marché que pour le token. Ça va plutôt considérer le hosting et on l'annoncera à ce moment-là quand ça sera prêt. Eh bien écoutez, je pense qu'on est bon pour toutes les questions. Je vois que tout a été répondu. Merci vraiment, sincèrement, pour vos témoignages assez chaleureux, votre hype qui nous encourage, qui félicite le travail d'équipe. Pagda, je vous ai envoyé un petit message en privé la dernière fois, n'hésitez pas à regarder parce que j'ai réagi aussi par rapport à votre intervention en discussion générale. On est assez sensible bien sûr à vos questionnements. Il y a aussi eu parfois des petits bugs sur les live rewards, j'en profite pour en parler. Il y a eu parfois des soucis d'affichage, mais en fait c'est pas des bugs. C'est pas des bugs, c'est simplement qu'on ne collecte pas de données sur vous. Voilà, on ne fait pas de collecte. Donc en fait, quand vous changez de navigateur, quand vous videz le cache, nettoyez les cookies ou autre, ou que vous êtes chez un ami, le live reward il tombe à 0, mais c'est pas qu'il est à 0, c'est simplement qu'on ne collecte pas de data sur vous. Donc voilà, parfois il faut vérifier que dans vos paramètres, il y ait bien d'inscrit votre wallet Bitcoin. On a énormément eu de tickets sur la question, mais pas de panique. Si votre prochain paiement est dans 10 ans, c'est pas du tout parce que la machine est à l'arrêt. C'est surtout parce qu'il y a juste un problème de lecture avec votre wallet Bitcoin parce qu'on ne collecte aucune data puisque votre identifiant est un identifiant wallet MetaMask ou Ledger, c'est un identifiant Ether, c'est pas un identifiant avec mot de passe et ça peut parfois déstabiliser, mais c'est la mentalité, c'est la vision Web3 qu'on a, c'est la vision un peu Bitcoin qu'on a depuis le début. Merci à tous.
pour ce moment. Merci pour vos échanges. On espère avoir répondu à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Et bien sûr, on se réjouit d'avance pour cette bonne nouvelle. On vous tiendra informé et on n'hésitera pas à communiquer avec vous pour la suite d'ici 2 semaines quand on sera en Islande avec quelques photos. Merci à tous, bon appétit et très bonne soirée à chacun.